Merci de vous installer. Là, nous allons parler de l'innovation. Comment, au sein de vos entreprises, vous prenez en compte, bien sûr, cette innovation? Alors, vous allez me dire, on innove en permanence, sinon on serait mort. Il n'empêche quand même l'innovation au service du bien-être. Bien, on vient de vous entendre, Anthony Buja. Vous êtes donc le PDG fondateur d'Axioma. Vous concevez et fabriquez des biosolutions à destination des agriculteurs et des éleveurs, donc pour leurs animaux, et puis également pour leur terrain. Vous allez nous expliquer ça. Et notamment, vous avez un exemple assez illustratif sur le terrain de rugby du CAB de Brive. Donc voilà, l'anecdote marque toujours les esprits. On peut commencer par cela d'ailleurs, comme ça va bien illustrer ce que vous faites. Là, c'est bon, oui, impeccable. Très bien. Oui, alors Axioma, donc une entreprise qui a été créée en 2012, que j'ai souhaité développer avec beaucoup d'éthique. Donc on parlait tout à l'heure de notoriété, d'identité. L'éthique fait partie vraiment de l'ADN d'Axioma. Et donc les cœurs de métier sont principalement les cultures végétales pour l'agriculture, donc tout ce qui est les activités céréalières principalement. Et ensuite dans l'élevage, où là nous travaillons de façon à limiter en fait les besoins en antibiotiques vétérinaires. Donc l'idée c'est de proposer plusieurs choses. Tout d'abord en fait la baisse des consommations d'intrants chimiques, dans l'un comme dans l'autre des cas. La maîtrise du prix de revient, parce qu'aujourd'hui, il y a 80% des agriculteurs qui ne connaissent pas leur prix de revient. Ah oui, quand même. Quand même. Oui. Et aussi, du coup, apporter un aspect durable à l'utilisation des produits. Moi, je crois beaucoup, en fait, à une forme d'étiquetage et de transparence sur non seulement le fait que certaines matières premières, en fait, sur les produits soient utilisées, mais également sur leur côté durable. Donc, j'utilise, en fait, des matières qui sont renouvelables. Et ça, je pense que ça sera un argument fort pour les modes de consommation de demain. L'exemple du CAB, en fait, c'est un cas un peu particulier. C'est un terrain qui a des gros problèmes de structure, qui est très très mal drainé. Et donc, il y avait un problème de stabilité dans le temps, de résistance à l'arrachement. Donc, de la pelouse, voilà, oui. Au niveau du rugby, c'est des choses, les phénomènes d'arrachement qui sont quand même assez compliqués, notamment en mêlée pendant l'hiver. Donc l'idée en fait était d'améliorer tout ce qui est biomasse racinaire, résistance à l'arrachement, et l'utilisation en fait de nos produits a permis en fait ce type de propriété en mettant en parallèle une baisse des intrants. Donc ça veut dire que ça coûte moins cher pour un résultat meilleur, là? Alors ça coûte moins cher, on parle toujours en économie d'échelle, puisque oui. L'intérêt, c'est aussi de voir qu'on a des salariés ou des employés qui sont moins exposés à l'usage de certaines molécules chimiques. On a également le fait qu'il y ait moins d'entretien, le fait qu'il y ait tout un tas de choses comme ça en parallèle, moins d'utilisation d'engrais chimiques et de traitements pesticides. Alors vous avez quel profil, si j'ose dire, de formation? Vous êtes chercheur, vous êtes au sein de l'équipe de votre entreprise d'Axioma? Alors non, pas du tout. Moi j'ai vraiment un profil assez atypique, puisque j'ai longtemps travaillé en fait pour des grands groupes de l'énergie, Total, GDF Suez et Vinci, pour ne pas les citer. Et donc ça vous change quand même, hein? Et en 2000, j'ai commencé à entreprendre en fait en 2010 avec une entreprise qui faisait de la construction métallique, et puis au fur et à mesure en fait j'ai créé plusieurs entreprises, et aujourd'hui je suis même investisseur aussi pour des projets de start-up. Et vous avez aussi l'écoute des gouvernements, en tout cas du gouvernement français, c'est-à-dire que vous allez avoir un rendez-vous, vous allez défendre quoi à la fin du mois? Ça c'est le propre aussi un petit peu du lobby en fait, de chaque entreprise. On a aussi notre voix à faire entendre un petit peu, à la fois au sommet de l'État, mais aussi dans les administrations locales et régionales. Aujourd'hui, nous, ce qu'on rencontre, c'est vraiment des principales difficultés sont au niveau de la distribution. En début de semaine, il y avait un forum sur l'agroalimentaire en fait, à Bordeaux. On entend souvent parler de transparence, de choix du consommateur, etc., de la part de grands groupes. La seule question qui se pose aujourd'hui, en fait, c'est est-ce que le consommateur a accès à toutes les informations nécessaires au juste choix? Ça, c'est pas encore gagné.
Et puis, si on va un petit peu plus loin en fait dans l'échelle des valeurs, c'est est-ce que l'agriculteur qui aujourd'hui sur 100 euros de production va récupérer uniquement 6 euros en fait pour lui, donc il touche 6% de la valeur ajoutée d'un produit agroalimentaire. Donc on a aussi cette répartition qui n'est pas transparente. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on va mettre en avant au niveau de l'Élysée à la fin du mois, c'est une réunion justement pour expliquer qu'aujourd'hui, produire en fait avec un minimum de pesticides et d'engrais chimiques, c'est réalisable. La seule problématique qu'on rencontre, c'est des acteurs aujourd'hui qui sont déjà en place, qui sont très motivés en fait pour nous racheter, mais qui ne sont pas motivés en fait pour faire évoluer le modèle, ou pas suffisamment du moins. On est bien sur cette notion de bien-être toujours et d'innovation. Pour vous, justement, le bien-être, c'est un spectre très large. C'est à la fois le producteur, le consommateur, c'est tout ce qui tourne autour, et c'est de cela dont il faut prendre bien conscience. Complètement, mais nous, comme je vous disais tout à l'heure, c'est réellement une partie importante en fait, de l'ADN de l'entreprise. C'est ma façon d'entreprendre, donc j'essaie vraiment de la faire vraiment un petit peu rayonner en fait, au niveau de mes salariés. Mais les salariés le font également avec nos clients, et donc tout ça c'est vraiment on a beaucoup à gagner en fait, que ce soit au niveau des entreprises qui vont proposer ce type de solutions, de biosolutions, à la fois pour les agriculteurs, parce qu'aujourd'hui les agriculteurs n'ont pas suffisamment de choix. On a des plateformes internet qui commencent à sortir pour que des agriculteurs puissent acheter leurs matières premières, leurs semences, leur matériel directement en ligne, plutôt que de passer par des distributeurs ou des coopératives. Donc il y a ce besoin aussi d'aller chercher du choix, d'aller chercher de l'information. Et enfin pour le consommateur, moi l'aventure Axioma, je me suis lancé dedans au départ, c'était à la naissance de mon premier fils. Parce que c'est vrai que, sans parler de faire que du tout bio, mais on se pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière en fait, les packaging, derrière les ingrédients. Et tout ce qu'on a vu donc lors de la première table ronde. Elles vous ont rassuré, ces entreprises d'ailleurs, de la première table ronde? Oui, non, mais complètement, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a on a quand même des informations quand on travaille en fait dans ce secteur de l'agroalimentaire. Comme je vous le disais tout à l'heure, nous on a déjà eu plusieurs propositions de rachat, alors que jusqu'à présent on n'a pas souhaité en fait engager de mode de distribution. La distribution réelle commencera qu'à partir de 2018. Et on a créé Axioma en fait en 2012. Donc on a eu ce besoin de rester indépendant. Pour cela, on a levé des fonds. Au lieu de lever des fonds avec du financement traditionnel, en fait, avec des fonds d'investissement qu'on a déjà rencontrés à plusieurs reprises, on a décidé en fait de passer par une méthode de financement participatif. On a fait une des plus belles levées en fait, de financement participatif, puisqu'on a dépassé le cap des 500 000 euros. Et du coup, tout ça, c'est ce qui nous donne en fait des outils et puis un petit peu de grain à moudre aussi pour dire on tient le bon bout, il faut continuer. Et une légitimité aussi grâce à cette démarche. Complètement, oui. Active Inside, vous êtes où? Pardonnez-moi. Bonjour à vous, David. David Godou, vous venez donc de la Gironde, vous êtes une jeune entreprise innovante. Active Inside, vous êtes dans le secteur de la nutrition et du bien-être, vous aussi. Vous êtes 22 personnes maintenant, vous avez été 3 créateurs, notamment en recherche et développement, et vous êtes de l'extraction végétale, un univers concurrentiel? Oui, c'est un univers... je ne sais pas si vous m'entendez. On vous entend bien. Oui, c'est un univers qui est très concurrentiel. En fait, la plupart de nos concurrents sont plutôt étrangers, donc on va les retrouver en Asie, en Chine, en Inde, également en Amérique du Nord. En fait, nous, on s'est spécialisé sur 2 matières premières, essentiellement, le raisin et le safran. Alors, le raisin, pour des raisons tout simples, puisqu'en fait, dans la région, bien sûr, on en a un petit peu. Sachant qu'en fait, on utilise du raisin qui va venir que de France, même si c'est pas que, je dirais, sur la région de Bordeaux. De Bordeaux. On va en trouver, bien sûr, en Champagne et puis également dans le sud-est. La particularité, en fait, que l'on a chez Active Inside, c'est en termes d'innovation. Alors, pour nous, l'innovation, c'est vraiment, ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, puisque 20% de notre chiffre d'affaires est investi en R&D, avec 3 volets. Le premier concerne en fait tout ce qui est méthode d'extraction, donc avec des technologies innovantes, plus également la caractérisation. Le choix aussi des matières premières est un élément essentiel, puisque par exemple à partir du raisin, on peut obtenir facilement une centaine de différents produits, donc c'est avec des activités différentes, qui est le deuxième volet pour nous essentiel, à savoir l'objectivation. Alors l'objectivation, ça passe notamment par des tests que l'on dit in vitro, donc précliniques, mais également cliniques. Et c'est en ce sens-là aussi que l'on travaille beaucoup aussi avec le CHU de Bordeaux, par exemple, ou des universités à l'étranger. Et cette innovation, elle est donc nécessaire parce qu'en effet,
Quand vous dites avec un même extrait, avec un même produit, pardon, on peut faire 30 extraits différents. Oui. C'est-à-dire que là, en effet, c'est la qualité, la performance de celui qui va travailler dessus qui va faire la différence, alors. Alors en fait, ce qui va faire la différence, il y a deux choses. C'est déjà une bonne connaissance de la matière première. Par exemple, si vous allez dans le Sauternais, vous pouvez obtenir un certain nombre de molécules que vous n'obtiendrez pas, par exemple, dans le nord de la France. Donc il faut avoir une connaissance assez fine, déjà au niveau analytique, mais également au niveau, je dirais, même culturel. Donc c'est des discussions avec, par exemple, les viticulteurs, ça peut être important. Oui, la manière dont eux, ils travaillent leur vigne. Exactement, voilà. On ne va pas du tout avoir le même type de profil. En l'occurrence, là, je pense à des polyphénols. Et sur cette matière première-là, on peut appliquer différents process. Et à partir de ces process-là, on va obtenir différentes qualités de produits qui eux-mêmes pourront avoir différentes activités. Pour un exemple très concret, on a travaillé sur un projet de recherche en neurosciences. Donc, on pense qu'effectivement, et on le voit au travers notamment d'études épidémiologiques, la prévention, notamment, donc là on rejoint aussi la notion de bien-être, est quelque chose qui est quand même fondamental. Ça coûte beaucoup moins cher que d'avoir je dirais plutôt des actes curatifs. En ce sens-là, la nutrition joue complètement son rôle, et notamment sur tout ce qui est déclin cognitif, normal lié à l'âge ou pathologique. En ce sens-là, effectivement, les polyphénols peuvent jouer un rôle. Donc on travaille donc avec des universitaires, je le disais, sur Bordeaux, mais également au Canada, et maintenant aussi en Grande-Bretagne, justement pour développer des actifs qui répondent à ce type de demande. Et c'est pour cette recherche que vous avez obtenu un prix en Suisse sur la mémoire. J'avais noté en effet mémoire avec du raisin et des baies du Canada. Vous avez pu développer un produit qui a été prouvé médicalement. Voilà, en fait, c'est un des projets fondateurs de l'entreprise, un produit qui s'appelle Mémophénol, pour lequel en fait on a investi en partenariat, parce qu'on est dans une démarche d'innovation ouverte, un peu plus de 5 millions d'euros. Et dans ce cadre-là, on a développé effectivement les actifs. Donc on a associé différents polyphénols, donc ces matières premières dont je parlais tout à l'heure, issues du raisin, mais également du bleuet, qui est une baie qui pousse en Amérique du Nord. Et sur cette base-là, nous avons pu faire des tests donc précliniques sur des modèles animaux, et également cliniques entre la France et le Canada. Donc vos raisins viennent de France. Enfin, on dit les raisins, c'est pas vraiment les raisins, ce sont les produits connexes du raisin. En fait, on travaille avec des coproduits issus de la transformation du vin. C'est-à-dire concrètement, lorsque vous faites du vin, vous allez avoir du marc, donc des pellicules et des pépins. Et dans ces pellicules et ces pépins, vous allez avoir en fait une foule de polyphénols qui ont plus ou moins une activité. C'est dans ce cadre-là qu'effectivement on a pu développer cet actif. Ça pourra faire réagir Oriane Bauduc du Centre de valorisation des agro-ressources, puisque en effet vous travaillez. Non mais conservez peut-être encore le micro par rapport en effet à vos projets. Donc le raisin vient de France, le safran on en a en France, on en a aussi dans notre région notamment, mais le prix est tellement élevé, je ne sais pas si vous travaillez avec. Non, en fait, la France a été un gros producteur par le passé au 19e siècle, notamment de safran, puisqu'on en produisait environ 50 tonnes. Aujourd'hui, ça reste anecdotique, c'est moins d'une centaine de kilos. L'essentiel de la production aujourd'hui de safran, c'est l'Iran. Donc là, j'ai mon collègue qui revient d'Iran, dans la région de Machhad. Donc on travaille directement avec des coopératives locales. D'accord. Et donc, très rapidement, la 89, pour vous, c'est important parce que ça vous permet de vous déplacer facilement dans les différents pays où vous souhaitez aller. Oui, disons que la 89 est importante. La proximité de l'aéroport aussi, pour nous, est quelque chose d'essentiel. Pour autant, voilà, on a des coopérations avec, par exemple, les gens de l'INRA de Lyon ou de Clermont-Ferrand. Enfin, on a des contacts avec eux. Donc, voilà, ça reste effectivement un axe qui est non négligeable. Ouais. Oriane Bauduc, vous connaissez cette entreprise? Vous êtes du Centre de valorisation des agro-ressources. Alors, je connais, mais on n'a pas encore travaillé ensemble. Donc, il va peut-être falloir, oui, parce qu'en effet, nous avons... d'apprendre à mieux se connaître, justement. Et vous travaillez notamment en matière de recherche sur les coproduits, qu'ils soient de bois, végétaux. Donc, en effet, le raisin dont parlait tout à l'heure Monsieur Godou concerne éventuellement vos activités. Vous êtes un centre de transfert technologique, donc vous venez en soutien aux entreprises. Mais c'est vrai que lorsqu'on voit le degré de recherche d'une telle entreprise, ils font du transfert de technologie, véritablement. C'est vrai que, peut-être pour spécialiser, nous, on est un centre de transfert de technologie. Donc, notre vocation, c'est de venir, voilà, comme vous le dites, en soutien scientifique aux entreprises, avec notre spécialité, voilà, valorisation de coproduits pour différents domaines d'application, notamment la cosmétique. Mais on parlait tout à l'heure d'autres marchés en développement qui peuvent être l'alimentation santé, les compléments alimentaires ou autres. Et nous, on va intervenir où on peut être complémentaire de ces types d'entreprises, c'est qu'on va être le lien avec les producteurs de ces coproduits qui ont aussi cette volonté de vouloir valoriser ces coproduits végétaux et qui viennent vers nous en nous disant voilà, on a cette matière, qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans? Et voilà, nous, on va mener un petit peu de la recherche, regarder ce qu'on peut en faire, développer des différents procédés d'extraction. Vous soulignez justement l'intérêt de travailler sur différentes méthodes et l'intérêt de l'innovation pour aller
trouver des nouvelles molécules d'intérêt pour ces différentes applications. Donc voilà, nous, on va être un petit peu le lien entre les entreprises, on ne va pas jusqu'à la commercialisation de produits, on recherche les molécules d'intérêt et on développe les procédés pour aller les extraire. Alors, on voit bien que ça a évolué, parce que même dans le langage, ça a évolué. Ce que vous appelez coproduit, avant, on appelait Oui. déchets. C'est ça. Donc déchets, ça avait une mauvaise consonance Oui. et on ne savait pas quoi en faire, on jetait, on laissait comme ça. Là maintenant, véritablement, on travaille avec ces coproduits et on développe des produits innovants. Alors coproduit, il y a plein de définitions. Nous, les matières végétales sur lesquelles on s'intéresse, c'est des coproduits qui sont encore nobles. Donc ça va être des matières végétales qui sont issues de la production de fruits, de légumes, ou comme vous le disiez, on a travaillé aussi sur des matières végétales issues du bois. Donc qui sont peu transformées. Ça peut être aussi des matières végétales qui sont issues de premières transformations, comme typiquement tout à l'heure les raffineurs de fruits. Oui. Ça peut être des mares de fruits, des pelures de fruits. Après, on ne va pas aller sur des produits qui sont trop transformés ou qui vont être dégradés. Donc c'est ça ce que l'on va appeler des coproduits qui sont encore très riches en molécules d'intérêt, type polyphénol, on en parlait aussi. Et depuis combien de temps à peu près on a pris en compte en effet ces coproduits dans l'élaboration en effet de nouveaux produits et donc d'innovation? Alors nous, le CVA, on est une structure qui est quand même relativement récente. On a la création date de fin 2010, mais on a vraiment nos propres outils, notre propre outil et nos propres bâtiments depuis fin 2013. Mais ça existe depuis un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que maintenant, c'est quelque chose qui se développe beaucoup. On entend beaucoup plus parler. Nous, au démarrage, il y avait déjà quelques structures qui travaillaient sur ça. Mais je dirais que depuis 2-3 ans, c'est vraiment en forte expansion. Et pour vos échanges avec les entreprises, on a parlé des raffineurs de fruits. Il y a d'autres entreprises sur ce secteur avec lesquelles vous travaillez? Oui, alors on a commencé d'abord à se développer avec des structures qui sont régionales. Et puis forcément, on s'est étend un peu plus au niveau national. Alors nous, l'intérêt de la 89, ça ne va pas être pour livrer nos produits ou pour en recevoir, mais pour essayer d'étendre un peu notre domaine d'activité. Typiquement, tout à l'heure, la société Sotis était là et on travaille avec leur nouvelle marque Beauty Garden, donc sur des projets de développement de nouveaux actifs. Voilà. Donc il y a d'autres entreprises avec qui on travaille. Axioma fait aussi partie des entreprises avec qui on collabore. Voilà. Et donc il y a aussi les chercheurs, les universitaires qui... Alors le CVA, donc les vocations des centres de transfert de technologie, leur mission en général, pas uniquement au CVA, c'est aussi de maintenir un lien et de créer un lien, de renforcer un lien entre les laboratoires universitaires et les entreprises. Qui ne parlent pas forcément le même langage, qui n'ont pas forcément le même timing. Les mêmes objectifs. Donc il faut les accorder, oui. Il faut faire le lien, oui. Il faut faire le lien. C'est vrai que les scientifiques ont toujours cette curiosité qui permettent de trouver justement et de mener à cette innovation, mais ont des fois un petit peu moins la vision commerciale et l'intérêt, le coût de la commercialisation. Donc nous, on vient en lien et c'est vrai qu'on est en lien très fort et on est issu d'ailleurs d'un laboratoire universitaire de Limoges qui est le laboratoire de chimie des substances naturelles. Je me tourne de votre côté, François Boussaroc de VGSens. Alors, vous êtes en plein dans le vegan, vous, VGSens, vous affichez directement la démarche que vous avez souhaité prendre, c'est-à-dire suivre ce courant. Alors, on pense que c'est au-delà d'une mode d'ailleurs, donc vous avez de bon espoir de pouvoir développer vos produits. Vous êtes installé à Saint-Viance, en Corrèze, et donc vous travaillez autour des fruits, des graines, de ce type de produits, donc sans bien sûr apport pas végétal mais animal, de tout type que ce soit. L'idée vous est venue comment? On vous a dit, on parle que de ça, là on peut faire des sous et donc ça va marcher. Il faut appuyer peut-être sur le bouton. Voilà, oui. L'idée, elle est venue de 3 facteurs. Déjà, un facteur familial, c'est l'un de mes fils, lorsque souvent, c'est une tradition, quand un de nos enfants fête son anniversaire, à la fin de l'anniversaire, on distribue une poche de bonbons. Et quand on est ingénieur agro et qu'on distribue des fraises tagada et des carambars, pour ne pas citer de marque, parfois on a un peu de scrupules. Il y a aussi le fait que toute l'évolution de la recherche médicale sur le microbiote intestinal, toutes les découvertes qui sont faites depuis l'avènement de la génomique au début des années 2000, et ça fait prendre conscience de pas mal de choses, de liens entre le côté nutritionnel et le côté santé, et également le développement des recherches en nutrition.
Donc en fait, l'effet croisé du développement des recherches en nutrition et du développement des recherches sur le fonctionnement du microbiote intestinal, ça permet ces deux facteurs-là permettent des sources d'innovation. Et c'est sur ces deux voies-là qu'on est axé sur recherche, et aussi pour donner de bons entre guillemets, bonbons sans sucre à nos enfants. Alors, il faut préciser que votre épouse est pharmacienne, donc elle vous épaule également. Et vous avez finalement eu un petit peu la même démarche qu'Anthony Buja tout à l'heure, qui, en regardant son fils, se disait, bon sang, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte pour les futures créations d'entreprises aussi. On voit bien que les jeunes pères sont maintenant très, très intéressés par ce... Oui. Je pense aussi que c'est une démarche générale. Depuis 15 ans, peut-être plus, ça a peut-être plus d'écho dans les milieux urbains que dans les milieux ruraux. Mais depuis 15 ans, ceux qui ne connaissent pas l'agriculture, ils ont compris que les vaches, elles ne mangeaient pas uniquement de l'herbe, elles mangeaient également leurs congénères. Que même d'un point de vue médical, on a entendu toutes les affaires, approchez bien le micro, etc. Du coup, on se trouve, et en plus, il y a Internet, tous les réseaux sociaux qui sont arrivés par-dessus, ou en même temps. Ce qui fait que le consommateur averti se demande ce qu'il mange et de quelle façon il est soigné. Donc une sorte de discrédit général. Et Internet fait qu'on a de plus en plus à la fois un lien communautaire, notamment chez les jeunes, qui fait qu'on assiste vraiment aujourd'hui, je trouve qu'en France, on y assiste de plus en plus depuis ce début d'année, à une forte évolution de la façon de consommer. C'est ce que disait Laurent Marty, je crois, une autre personne tout à l'heure, où les gens, et notamment par exemple ceux qui vont dans les circuits bio, ils s'intéressent au bio, c'est impréalable, mais à la façon dont c'est produit, à la façon quand vous allez voir un magasin, le responsable de magasin bio, il se renseigne bien pour savoir si le bio, c'est pas une conversion de dernière minute pour se faire de l'argent, mais si c'est une vraie valeur du chef d'entreprise. Une vraie démarche, ouais. On est vraiment, et même leurs clients leur posent la question. Et quand on a fait également, ça fait 2 ans que l'entreprise est créée, on a fait de la recherche pendant 1 an et demi, puis on a mis les produits en test dans des magasins régionaux, notamment à Elancia, dans des salles de sport également, et on s'aperçoit de toute cette évolution. Et on s'aperçoit aussi que les gens sont de plus en plus au courant de la nutrition. Notamment, je sais pas, des bodybuilders qui me posaient la question, est-ce que la pomme dans vos produits, est-ce que la pomme elle est rouge ou est-ce qu'elle est verte? Alors moi j'ai cité la pomme rouge, parce que souvent les pommes rouges, d'un point de vue nutritionnel c'est mieux, mais en fait les pommes vertes, le sucre il diffuse encore plus lentement. Et donc on a beau s'y connaître en nutrition, même avec des clients avertis, on apprend plein de choses. Et c'est toute cette évolution qui fait que les gens aujourd'hui, c'est le cas de nos produits, ont une liste d'ingrédients la plus courte possible, ils ne veulent plus voir d'édulcorants, oui. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur vos étiquettes, vous, de bonbons, en effet, de gourmandises déshydratées à base de produits Nous, on fait donc des bonbons, des encassins, je veux dire, parce que bonbons, parfois, c'est une connotation sucrée, des encassins qui sont on ne peut plus dans les tendances du moment, c'est-à-dire qu'ils sont 100% fruits, bio, sans sucre, naturellement riches en fibres, très pauvres en sel, pauvres en matières grasses. Et je crois que j'en ai oublié. Et même dans les tendances, c'est peut-être plus parisienne que Brévis, c'est raw food, alimentation crue et vegan. Voilà. C'est-à-dire que c'est des produits qui sont fabriqués à base, tout le processus de fabrication est fait pour préserver les caractéristiques physico-chimiques de la matière première. Parce que c'est ce qui fait que c'est les qualités c'est-à-dire qu'on travaille sur des matières nobles, et c'est la qualité de la matière première qui fait qu'on déshydrate à basse température, qui fait qu'en déshydratant, toute la matière reste agglomérée. Et c'est tout le problème qu'on peut avoir, par exemple, dans des compotes d'aujourd'hui, où les compotes sont ultra chauffées et il n'y a plus forcément grand-chose dedans. Au niveau nutritif. Et le fait de les traiter à basse température, ça permet également de préserver au maximum les nutriments qu'il y a dans les produits. Alors, pas tout ça, parce que ça ferait beaucoup, mais est-ce que vous le précisez sur vos étiquettes, que vous chauffez à basse température? Oui. Parce que ça, les clients l'attendent, le demandent. Je ne sais pas, dans vos clients, puisque chez Elancia, vous avez ces produits, on vous a fait ce genre de remarques, on vous dit ce qu'on attend finalement sur les produits que vous vendez et pourquoi ils achètent ceux dont on vient de parler. Je sais pas, on l'a fait l'essai sur la salle de Rivet. Oui, et on a fait, il y avait Monsieur Ayala qui était là également, et le retour qu'on a eu, on a pas eu mal de retours, ou même des clients, par exemple, on le vend à Villaverde à côté,
de la salle, pas très loin. Et on a appris que c'était les clients de la salle qui allaient au Villa Verde. Oui, ils sont sensibles effectivement parce qu'il y a l'aspect sport, mais il y a aussi l'aspect nutrition et faire attention à notre alimentation. Donc effectivement, oui, ils sont sensibles à... On travaille aussi également en partenariat avec Cécile, qui intervient d'un point de vue nutrition. Et effectivement, ça fait partie d'un package. Ouais. Et donc parce qu'on voyait aussi les raffineurs de fruits, les confitures qui ont le même type finalement d'utilisation de produits. 2 ans que l'entreprise existe, le chiffre d'affaires décolle. Vous êtes satisfait? Aujourd'hui, on a à peu près un chiffre d'affaires, faut que je recalcule bien, de 65-70 000 euros. Et l'année prochaine, on prévoit 200 000 euros. On a fait un salon, NAC Expo, c'est le salon des produits bio à Paris il y a 2 semaines, où on a vraiment eu un très bon retour. Tous les grands comptes sont venus nous voir, ça nous laisse augurer de très belles perspectives. Parce que vous avez un packaging aussi qui correspond aux attentes, c'est-à-dire pour des gens mobiles, pour des gens qui bougent, pour des gens... On a fait un très gros travail sur le packaging avec le cabinet Amar qui se trouve au fond de la salle. Donc un cabinet de proximité, il est à proximité de chez vous, très bien. Et pour justement, vous pouvez voir nos sachets, ils sont sur le stand de Novapol là-bas. Et justement, on a fait un très gros travail sur les sachets, parce qu'en fait, comme on est une marque qui n'est pas connue, on est une entreprise qui naît, la plupart du gens, les gens, ils achètent d'abord un packaging. Et avant d'acheter, et si en goûtant ce qu'il y a dans le packaging, si dans le packaging c'est bon, eh ben ils vont racheter. Et donc toute cette idée, tout ce travail, c'était là. Donc on a fait un très gros travail, on a pris beaucoup de temps. Et on s'est aperçu au Salon d'Expo que le travail portait ses fruits, c'est le cas de le dire. Apporter ses fruits. Très rapidement, par rapport à tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, aussi bien l'intervention de Laurent Marty que de vos confrères, vous retrouvez dans ces échanges et dans ces analyses autour de l'innovation à la fois, mais aussi de ces modes de consommation en mutation? Exactement, oui. Je crois qu'on est en train de vivre, c'est peut-être un mot un peu fort, mais une révolution sociétale, où on le voit beaucoup chez les jeunes aussi, mais pas uniquement chez les jeunes, chez les gens comme moi, les quarantenaires, où on est en train de prendre conscience de plein de choses. Quand par exemple notre médecin nous envoie faire, notamment à 40 ans, des visites de contrôle des visites de contrôle pour voir où on est, le cholestérol, le diabète, etc. Et que quand il a tendance à augmenter, on voit de plus en plus les gens courir. Les gens pour courir, ils vont aller s'entraîner, donc ils vont dans des salles de fitness comme Elancia, mais également ils adaptent leur mode de consommation, parce qu'ils se disent, je ne veux pas terminer comme ma grand-mère qui était une véritable armoire pharmacie. Et donc on est vraiment, et avec tout ce qu'on entend, ça accentue ce phénomène, et on voit les gens, on voit le phénomène du running, il augmente de façon spectaculaire depuis 15 ans, et puis le bien manger, le côté bio, on voit les ventes de bio qui augmentent de 20% par an ces dernières années. Et pour le bio, notamment dans les milieux urbains, bio égale santé. Mais les gens attendent plus que du bio maintenant, ils attendent derrière le bio, ils attendent de savoir comment c'est fait. Est-ce que la matière première est traitée en la respectant? Qu'est-ce qu'il y a dans les produits? Est-ce qu'il y a du fer? Est-ce qu'il y a du manganèse? Qu'est-ce que ça nous apporte? Pour les sportifs, on est en train de faire vraiment un emballage pour les sportifs. Il faut vraiment aller dans le détail de ce que le produit apporte. Quand est-ce qu'il faut le manger? Avant, pendant, après le sport. Et on voit vraiment toute cette évolution sociétale. On voyait tout à l'heure, Laurent Zerfi montrait l'évolution de la part de l'alimentaire dans le budget des ménages. On voit que depuis quelques années, il commence à augmenter. Et on voit, alors peut-être plus chez ceux qui ont du pouvoir d'achat que ceux qui n'en ont pas, on voit que là, il y a une vraie tendance à Paris. On voit des magasins véganes, des naturalia véganes. Vu de Brive, ça fait un peu surréaliste, mais on voit des naturalia véganes, on voit tous les magasins du bio, on voit toute cette évolution, la consommation qui, dans les milieux urbains, s'accélère très vite. Xavier Gaillard, de Silab. Alors, vous êtes directeur général de cette entreprise quand même très connue sur le territoire de la Corrèze, mais bien sûr bien au-delà des frontières. Alors, je ne veux pas dire que vous êtes un ancien, Xavier Gaillard, mais vous avez quand même du recul par rapport à ces différentes entreprises qui viennent de naître pour certaines. Quel regard jetez-vous sur ces entreprises qui finalement font ce que vous avez peut-être fait il y a quelques années dans votre secteur des cosmétiques, mais quel regard jetez-vous sur les analyses qui viennent d'être faites ? On parlait tout à l'heure de l'importance finalement du timing par rapport aux tendances et aux évolutions du marché. C'est vrai que Silab a été dès l'origine positionné sur les actifs d'origine naturelle, et ce dès 1984 au moment de sa création.
avait subi d'ailleurs à l'époque le changement entre les produits d'origine animale et les produits d'origine végétale, puisqu'on a été une des premières entreprises en France à proposer une alternative crédible aux produits d'origine animale en les transformant par des produits d'origine végétale pour les actifs cosmétiques. Et donc cette anticipation, hein, on expliquait l'importance de l'anticipation, nous a permis d'être finalement très en amont des tendances qu'aujourd'hui on rencontre, on constate tous, qui est le retour et la demande croissante pour des produits d'origine naturelle. Et cette anticipation a forcément contribué au bon positionnement de l'entreprise et à son développement. Aujourd'hui, SYLAB, c'est donc plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et un effectif qui a cru régulièrement pour atteindre aujourd'hui 280 personnes. Voilà. Par contre, on notait l'importance et l'évolution de la réglementation. C'est aussi quelque chose qu'on a subi et qu'on a vécu tout au long de la croissance de l'entreprise. Aujourd'hui, effectivement, c'est beaucoup plus long pour développer un nouveau produit, pour le mettre sur le marché, parce qu'il faut tenir compte de toute cette réglementation qui est importante, qu'on assume, qui n'est pas forcément quelque chose de mauvais en soi, mais qui constitue finalement un ensemble de règles et de barrières à l'entrée qui rendent probablement la vie plus difficile à des jeunes entreprises qui démarrent et qui doivent d'entrée de jeu respecter ces nouvelles règles qui s'imposent à elles de la même façon qu'elles s'imposent à nous. Mais c'est plus facile pour une entreprise comme la nôtre, probablement, de les intégrer plutôt qu'une entreprise en phase de démarrage. Vos axes de développement chez SYLAB, c'est l'innovation. Là, on est en plein dans le sujet. L'internationalisation aussi. L'innovation, c'est au quotidien pour vous, j'imagine. Oui, notre président, M. Poffic, qui est le fondateur de l'entreprise, nous le dit et le répète, c'est innover, innover, innover constamment. Ça se traduit par la part importante qu'on consacre à la recherche-développement. 20% du chiffre d'affaires investi en R&D, donc c'est des ratios effectivement qui sont des ratios très élevés. C'est un tiers de l'effectif, donc sur un effectif de 280 personnes, c'est plus de 90, presque 95 personnes qui aujourd'hui travaillent dans la partie recherche-développement. C'est pas anodin dans une entreprise de cette taille, si vous voulez, de consacrer autant en recherche-développement. Et c'est pour autant complètement indispensable pour renouveler constamment notre gamme de produits, mettre sur le marché des produits qui répondent aux tendances et aux attentes de nos clients, surprendre nos clients, parce qu'on est en amont finalement de ces tendances exprimées par les clients, les surprendre avec les dernières nouveautés issues aussi de la recherche scientifique. Et c'est tout ça, si vous voulez, qui finalement se capitalise pour nous permettre d'innover et d'innover constamment. Donc c'est un des axes de développement de l'entreprise. L'autre axe, c'est l'international. Et bien évidemment, une fois qu'une entreprise a trouvé son marché, il faut qu'elle aille porter le plus loin possible ses produits. Aujourd'hui, on atteint 60% de notre chiffre d'affaires réalisé à l'international. On veut monter ces pourcentages à 70%, sans bien sûr lâcher quoi que ce soit côté français. Et donc, nos produits se trouvent dans le monde entier. Et alors là, la problématique, c'est une problématique qui est intéressante, c'est effectivement de coller aux attentes de nos clients. Et nos clients n'ont pas les mêmes attentes, voilà, oui. Au Brésil, en Chine, aux États-Unis qu'en Europe. Finalement, dans les cosmétiques, il y a une problématique qui est assez constante, c'est l'anti-âge. On veut effectivement retarder le plus possible les effets de l'âge. Et les effets de l'âge ne se manifestent pas de la même façon lorsqu'on vit en Chine, lorsqu'on vit au Brésil ou lorsqu'on vit en Europe. Voilà. Et donc, il faut qu'on se propose des produits qui soient adaptés à ces nouveaux marchés. Laurent de Verlange, lors de la première table ronde, parlait de la nécessité que l'ensemble de l'entreprise ait cet état d'esprit tourné autour, en effet, de la qualité des produits vendus, de la manière dont ils sont travaillés. Vous avez mis en place au sein de SYLAB une RSE. C'est aussi dans cet esprit-là de travailler véritablement avec des collaborateurs qui sont bien dans leur travail, qui aiment leur travail, qui aiment les produits qu'ils développent aussi. Voilà. Alors la RSE, on va le préciser, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise qui englobe à la fois le côté environnemental, social et sociétal. Et bien souvent, cette nouvelle dimension
apparaît quand tout va bien, et c'est un peu la cerise sur le gâteau dont on s'occupe quand tout le reste va bien, qu'on a des bons ratios et qu'on dégage un résultat suffisant pour autofinancer la croissance. Mais en l'occurrence, je crois que ce qui est assez caractéristique chez Silab, c'est que cet engagement en matière sociale, sociétale et environnementale, nous l'avons eu très tôt. Et si aujourd'hui l'entreprise est performante, c'est bien parce qu'elle a intégré ces valeurs dès le départ dans son mode de fonctionnement. Sur le plan, par exemple, des équipes, et c'est important, on parlait de bien-être tout à l'heure, il est évident que les équipes s'investissent davantage, sont plus efficaces dans leur travail si on leur procure un environnement de travail satisfaisant. Mais ça va bien au-delà. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un environnement de travail satisfaisant, il s'agit aussi de leur permettre de s'impliquer et de se réaliser au travers des projets qui leur sont confiés et de leur permettre aussi d'initier de nouveaux projets. Finalement, une entreprise, qu'est-ce que c'est ? C'est bien sûr des actions qui sont la propriété de l'entreprise, mais la vraie propriété de l'entreprise, c'est la somme des projets qui sont portés par ces équipes. Et je crois que chez Silab, c'est quelque chose qui est très profondément ancré et qui contribue au succès de l'entreprise. Et vos clients et fournisseurs sont sensibles à cette démarche RSE ? Ça entre en ligne de compte dans le fait de travailler avec Silab pour certains ? Oui, dans le marché cosmétique, aujourd'hui, c'est un des critères. Dans d'autres marchés aussi, mais dans le marché cosmétique, peut-être plus particulièrement. Ça rentre en ligne de compte. Nos plus grands clients sont extrêmement exigeants à ce niveau-là. C'est pas pour satisfaire nos clients qu'on est engagé en matière de responsabilité sociétale ou de critères environnementaux. C'est parce que c'est une conviction profonde et cette conviction nous aide finalement à nouer cette confiance avec nos clients. Quand on développe des actifs d'origine naturelle, l'origine des produits, l'origine de la matière première avec laquelle on travaille est effectivement quelque chose de très important. On est très attaché à savoir d'où elle vient, à cette traçabilité et à savoir dans quelles conditions effectivement les produits sont cultivés ou cueillis et que cela se fasse sans impacter ou impacter de façon favorable les populations locales. Dominique d'Almeida, ça fait écho finalement à ce que vous faites. Vous êtes le fondateur du laboratoire Abifos, vous êtes installé en Gironde, vous aussi, donc près du raisin dont on parlait tout à l'heure, mais également vous utilisez d'autres produits naturels. Ce que vient de dire Xavier Gaillard fait écho à vous pour les produits cosmétiques que vous développez en bio et à partir essentiellement de produits naturels. Oui, bien, faire des actifs cosmétiques, c'est bien, mais si vous les mettez comme ça dans la crème, 2 jours après, la crème va tourner. Elle va tourner, comme oui, le lait. Oui, comme les polyphénols de raisin. Donc, il faut stabiliser les polyphénols avant de les mettre dans la crème. Donc, nous sommes sur une niche de marché où on vend beaucoup à l'exportation et un peu en France aussi à travers le réseau des grands magasins. Biocop, non ? Non, Leclerc. Leclerc. Nos produits empruntent la 89 parce que nous sommes dans les magasins Leclerc de Périgueux, donc sous la marque Caritaine, Fazaro, Dozy et autres. Et tous vos produits sont bio, sont certifiés bio ? Non, une partie. Une partie. Oui, d'autres non. Alors, vous travaillez en effet avec l'argan, avec le beurre de karité oui. aussi, beaucoup. Le beurre de karité, si vous prenez toutes les crèmes anti-rides au monde, que ça soit chez Velleda, Diedermine, la Prairie ou autre, vous trouverez beurre de karité, shea-butter en anglais. Donc, c'est une matière première qui est très utilisée parce qu'elle contient beaucoup de propriétés que les gens ne savent pas. Elle hydrate beaucoup la peau. Pour ceux qui ont des problèmes de dermite, de érythème et tout ça, le beurre de qualité est impeccable. Donc si vous avez des dessèchements de peau, de main, vous mettez le beurre de karité et petit à petit, votre peau va retrouver une
hydratation optimale. Donc vous êtes confronté à la même problématique que Syllab, puisque vous travaillez beaucoup à l'export, Oui. lorsque, en effet, comme le précise Xavier Gaillard, toutes les populations n'ont pas forcément les mêmes attentes ou les mêmes besoins, notamment en matière de vieillissement. Vous travaillez aussi en ce sens en fonction des différentes cultures auprès desquelles vous travaillez? Oui, nous sommes aussi sur une niche ethnique, puisque le marché ethnique est un marché qui évolue énormément en France et puis en Europe. Donc, les peaux ethniques n'ont pas les mêmes problèmes que les peaux blanches. Donc, nous sommes sur ce marché qui augmente beaucoup. Et aussi à l'export, nous vendons dans presque 5 pays en Afrique et aussi dans les pays au Moyen-Orient et puis en Asie aussi, comme les crèmes anti-rides et le soin autour des yeux et autres. Et c'est en ce sens que vous dites que vous êtes sur des niches, c'est-à-dire que ce sont des populations pour lesquelles on n'a pas véritablement travaillé en fonction de leur type de peau? Oui. D'accord, ce sont des axes donc qui se développent selon vous, et il y a des marchés à apprendre. D'accord. Vous êtes installé depuis combien de temps, monsieur Depuis 2001. Depuis 2001. Oui. Et là aussi, vous voyez votre chiffre d'affaires augmenter en fonction des paramètres dont on a parlé? Oui, surtout à l'exportation. À l'exportation. Alors, on termine avec vous, Anne-Cécile Fournier d'Innovaterm. Vous êtes un cluster. Alors, justement, on parlait autour de l'A89 des différents territoires que l'on traversait. Vous avez réussi autour de ce cluster en matière de thermalisme d'avoir réuni tout le monde, finalement, quels que soient les lieux d'exploitation. Ça, c'était un record déjà. Hein. Oui, l'objet du cluster, c'est vraiment de fédérer des entreprises autour d'une problématique commune. Ici, c'est le thermalisme par le biais de l'innovation. Nos membres, ce sont les exploitants thermaux à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc 24 stations thermales, 130 000 cures thermales médicalisées par an. Et la problématique était de réfléchir au niveau de la diversification de cette activité thermale et de faire autre chose que la cure thermale médicalisée 3 semaines remboursée par la sécurité sociale. Donc là, on arrive vraiment dans tous ces mots qui parlent au thermalisme, hein, le bien-être, la nutrition et la santé. Et dans ce terme de santé, il y a quelque chose, alors j'ai entendu le nom tout à l'heure, il y a la prévention santé. C'est quelque chose qui vient juste d'émerger dans le discours public de la santé publique. Et cette prévention santé, au sein de l'établissement thermal, il y a tous les ingrédients pour la traiter. On a des professionnels de santé, on a l'eau thermale avec toutes ses propriétés et son bienfait. Et puis, on a des acteurs qui vont pouvoir sensibiliser les curistes à la nutrition santé, c'est-à-dire on a parlé beaucoup de nutrition, mais par l'entrée d'un aliment, là c'est vraiment qu'est-ce que le bien manger, comment bien manger par rapport à une pathologie. On a également possibilité de traiter tout ce qui tourne autour de l'activité physique, de la non-sédentarité, remettre à l'activité physique des gens qui ont des maladies chroniques. Et puis on a également ce qu'on appelle tout ce qui est cognitif, tout ce qui est prise en charge psychologique qu'on va pouvoir traiter autour de groupes de parole, autour de sophrologie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, de prise en charge psychologique. Donc au sein du cluster, les exploitants thermaux viennent pour réfléchir et nous on les accompagne pour diversifier et pour créer de nouveaux programmes autour de cette notion de prévention santé. Et le sel du cluster, c'est d'avoir une démarche collaborative, c'est-à-dire qu'on n'a pas des projets propres à chaque entreprise. Les entreprises travaillent ensemble, mutualisent, se réunissent pour réfléchir à ces nouveaux programmes, pour partager les coûts déjà, hein, ça parle à tout le monde, pour faire des projets plus gros, plus ambitieux, et puis aussi pour être mis en réseau et en lien avec des socioprofessionnels qui naturellement ne croisent pas dans leur activité de base. Et je pense à tous nos membres et partenaires académiques et hospitalo-universitaires qui sont là pour aider à construire ces nouveaux programmes qui sont commercialisés au sein du thermalisme.
Alors, il n'y a pas eu en effet d'esprit de concurrence, ça c'est le principe des clusters, c'est au contraire créer une émulation et puis développer des projets de recherche, des projets innovateurs. Donc, vous faites de la veille, j'imagine, au sein de ce cluster, sur les attentes des consommateurs en matière de thermalisme, et donc pour pouvoir ensuite innover. Alors, nous, on n'est pas un observatoire de l'activité thermale. Par contre, on a dans nos membres des associations de patients qui, eux, nous font remonter leurs besoins. Les besoins au niveau de cette santé, au niveau de ce bien-être, ils peuvent toucher 3 strates de la prévention santé. Alors, le motif de fréquentation thermale de base, c'est ce qu'on appelle la prévention secondaire. On est porteur d'une maladie chronique, on a des problèmes respiratoires, des problèmes de rhumatisme, des problèmes de peau, et on vient en cure thermale pour apprendre à vivre au mieux avec sa pathologie. On est dans une tendance du marché, alors on parlait tout à l'heure de retour au naturel, de retour à des choses saines. La médecine thermale est une médecine sans effet secondaire, naturel, qui est un complément qui prend une part très importante par rapport à la médecine allopathique. Donc il y a cette prévention secondaire, mais il y a aussi la prévention primaire, c'est-à-dire toute avant d'être malade, pour ne pas tomber malade. Avant d'être malade, est-ce que dans mon vie, j'ai le bon mode de vie? Est-ce que je mange bien? Est-ce que je fais assez d'activité physique? Et est-ce que mon esprit est suffisamment nourri? Est-ce que je me sens bien? Et puis il y a la prévention tertiaire, où malheureusement, là, on a un accident de vie, on a une opération, on a un cancer, et ça aussi on peut le traiter au sein du thermalisme. On a des programmes d'éducation thérapeutique autour du post-cancer du sein, par exemple. On parlait tout à l'heure avec Monsieur Marty de ce problème qu'on traite énormément au sein du thermalisme, qui est le surpoids et l'obésité. C'est aussi une problématique. On accompagne les gens en surpoids qui vont être opérés, avoir cette chirurgie bariatrique, et qui nécessite derrière tout un accompagnement pour le changement de la modification de vie. Donc on voit que vous aussi, vous avez suivi en effet cette courbe ascendante. Il y a des années, vous étiez sur la peau, les problèmes respiratoires, et que ça s'est développé à d'autres pathologies, voire pas mal de pathologies en prévention ou en soins au niveau du thermalisme. Oui, la sécurité sociale rembourse 11 indications thérapeutiques qui sont traitées au sein de la pratique thermale. La rhumatologie étant évidemment sur des populations vieillissantes, celle qui est la plus fréquentée. Mais au sein des programmes innovants que nous on développe, on peut avoir une approche complètement différente. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure de burn-out. On a en ce moment un programme de recherche, un essai clinique qui s'interroge sur le burn-out. On peut également accompagner des gens qui veulent arrêter des consommations de tabac par exemple, ou de toxiques. On va également accompagner les gens au niveau de cette remise à l'activité physique pour des gens qui vont avoir des problèmes articulaires, et travailler avec des moniteurs d'activité physique adaptés qui vont identifier les freins à la pratique de l'activité physique. Et on se rend compte que les gens arrivent en établissement thermal avec beaucoup d'a priori finalement. J'ai mal, je ne peux pas faire de sport, je suis en surpoids, je ne peux pas bouger. Et tout le talent finalement de l'établissement thermal, c'est d'avoir une prise en charge globale, un partage de ces problématiques de pathologie avec d'autres personnes qui souffrent des mêmes pathologies, et un bénéfice aussi, puisque en général les gens qui font un séjour thermal reviennent parce qu'ils se rendent compte que ça leur fait du bien, qu'ils vont consommer moins de médicaments, qu'ils vont avoir un mieux-être. Donc mieux-être au corps et à la tête. Oui. Mesdames et messieurs, y a-t-il des réactions ou des questions à ces différentes interventions? Qui souhaite réagir? Alors je sais que l'heure du déjeuner n'est pas loin. Il n'empêche. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui souhaitent questionner, témoigner, compléter, réagir? Qui le souhaite? Non, personne? Peut-être vous, Laurent Marty, une réaction par rapport à cette deuxième table ronde, l'innovation au service du bien-être. Vous retrouvez finalement dans ces témoignages les chiffres que vous possédez au sein de vos études? Complètement. Et puis moi, je retiens trois enseignements de ces témoignages. C'est d'une part ce que j'appelle quand même la qualité de l'innovation à la française, parce qu'on dénigre beaucoup la France. Vous avez vu le bonheur, etc. Je vous ai fait part de tous ces chiffres-là, mais quand on regarde quand même la qualité de l'innovation française, et à travers les territoires, parce qu'il n'y a pas que Paris ou les grandes métropoles, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a des innovations à tous les niveaux en France,
et qu'elles soient publiques, privées. Je crois que c'est quand même un point assez remarquable que j'ai pu retenir de ces interventions-là. Le deuxième, c'est que dans l'aspiration des consommateurs aujourd'hui, on parle beaucoup du développement du bio, mais ça va au-delà. Et on sent le besoin de la traçabilité, comprendre. Et je dirais la qualité d'information aujourd'hui à travers les réseaux sociaux et les médias fait qu'on est sur des consommateurs de plus en plus exigeants. Il va falloir répondre à cette contrainte-là. Et le dernier renseignement qui m'apparaît, c'est ce que j'appelle le glocal. C'est-à-dire qu'on est à la fois sur un ancrage territorial avec un réseau, un écosystème, de l'entraide, des échanges entre partenaires, mais aussi des entreprises qui sont tournées vers l'étranger, on parlait du Brésil, etc., ou l'Afrique. Et il y a cette contradiction d'un ancrage territorial très fort, mais aussi une ouverture à l'international. Donc voilà ce que j'ai pu retenir. Ce sont les clés de la réussite, sans doute. En tout cas, merci à vous tous. Avant de vous laisser, on peut en effet les applaudir d'avoir été parmi nous ce matin.